Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette toute première rencontre de l'année 2023 organisée par Gallimard Diffusion Jeunesse. Aujourd'hui, on essaye une formule hybride, donc on a présentement un tout petit public devant nous qui va nous permettre de rester un peu animés. Et il y a vous à la maison, à l'école, peu importe où est-ce que vous êtes, bienvenue à vous aussi. Mon nom est Marlène Landry et j'aurai en fait le privilège d'être avec vous pour la prochaine heure. Donc, allons-y. À l'automne dernier, on a eu une très bonne nouvelle chez Gallimard Diffusion qui s'est en fait concrétisée à la fin du mois de janvier dernier. Et c'est l'arrivée du catalogue de Monsieur End dans notre grande maison. Avec 23 titres exceptionnels que vous voyez tous présentés ici et ici. Il y en a 3 autres à venir au printemps. On s'est dit qu'en fait, que cette maison d'édition destinée à la jeunesse exclusivement méritait qu'on passe 1 heure à vous la présenter, vous la faire découvrir ou vous la faire redécouvrir. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente la femme derrière Monsieur End, Madame Valérie Picard, grande amatrice de thé et de design. Elle vous en parlera plus tard. Valérie est entre autres autrice, directrice de l'édition, en fait, directrice de la création, pardon, éditrice, parfois traductrice et très souvent typographe de sa propre maison d'édition. Donc, bref, une femme et illustratrice, pardon. Donc, une femme très inspirante. Valérie, bienvenue chez Gallimard Diffusion. Merci beaucoup. Écoute, avant d'aborder ton catalogue à proprement parler, on aimerait avoir un petit peu plus d'informations, en fait, sur l'artisane derrière tous ces beaux projets. Donc, qui est Valérie Picard? D'où elle vient? Où est-ce qu'elle s'en va? Quelle est ta saveur de thé préférée? Bref, parle-nous un petit peu de ta formation, de ton parcours, des chemins, en fait, qui t'ont mené à la création de Monsieur End. Oui. C'est ça, j'ai pas eu un parcours très direct, moi, dans la vie. J'ai toujours voulu être artiste, peintre, mais finalement, j'ai fait mes études en anthropologie. J'ai fait mon bac en anthropologie à l'université. Mais après, j'ai fait comme « Ah non, je veux créer ». Donc, j'ai passé à peu près 15 ans comme directrice artistique dans des agences de design, comme pigiste, tout ça. Puis, c'était quoi, en 2013 peut-être, 2014, j'ai fait la découverte de la littérature jeunesse qui vraiment alliait deux de mes passions, le mot et le design ou l'illustré. Parce que quand je travaillais en design, j'intégrais toujours des mots, de la typographie, je travaillais à la main. Je trouve que le mot, le texte est un élément de design, tu sais, une des raisons pour lesquelles on fait la typographie à la main. Là. Mais, et donc, j'ai découvert le monde de la littérature jeunesse, puis ça a fait comme, waouh, c'était une révélation. Tu sais, je faisais de la pige à la courte échelle à ce moment-là. Ça a été vraiment une révélation parce que, je sais pas, je suis tombée en amour avec les artistes qui faisaient ça, puis ça me permettait vraiment d'exprimer tout ce que j'aimais dans un même format là, qui est l'album. Donc, en fait, en 2015, Monsieur End a vu le jour. Ouais. Donc, il y a à peine 7 ou 8 ans, là, dépendamment de la date, avec un premier titre phare qui était Méchant Far West, qui est un titre assez fort, je vous dirais. À partir de là, en fait, quelles ont été tes raisons qui t'ont inspiré à fonder ta propre maison d'édition? Ah, ben c'est que, c'est ça, à l'époque, j'ai pas fondé la maison seule, j'étais avec Alice Liénard, puis on avait envie de faire de la littérature à notre façon, faire des livres qui venaient nous chercher, qui nous inspirent, c'est ce que je continue de faire, là. Alice a quitté en 2019, puis c'est des livres... sans limite, sans contrainte, sans considération, disons, commerciale, vraiment des livres pour l'art, pour le besoin du texte, pour le besoin de communiquer quelque chose. C'est vraiment comme ça que je fonctionne, dans le fond.
dans la maison. Fait que c'était ça, c'était comme, on voulait aussi amener quelque chose de nouveau, de plus... Sort de l'ordinaire, en fait. Ouais, ben tu sais, Dans des sentiers battus. Juste diversifier un peu l'offre. À l'époque, il y avait plus une grande homogénéité. Homogénéité. Mais là, je trouve que le milieu a changé. Là. J'en ai d'ailleurs parlé avec, en tout cas, dans un article dans Le Devoir un moment donné, là, mais je trouve que le milieu a changé, beaucoup plus diversifié depuis qu'on a, pas à cause de nous, là, c'est là. Mais ça a aidé, en fait. C'est pas moi qui le dis. Moi, je le dis. Évidemment, en fait, je pense qu'on a tous un peu une question. On veut savoir, en fait, pourquoi Monsieur Ed? Comment est venue cette idée très originale d'appeler cette maison d'édition-là Monsieur Ed? Mais c'était, en fait, on avait une grande liste de mots. D'ailleurs, j'ai retrouvé un de nos brainstorm avec... j'ai failli te l'envoyer, j'ai oublié. Une grande liste d'idées, de possibilités. Puis, à un moment donné, j'ai vu une publicité du catalogue IKEA qui niaisait la publicité du iPad. Puis, tu sais, c'était en anglais, là, mais tu sais, c'était le catalogue IKEA. C'était comme « This is a book. » Tu peux tourner les coins de page pour marquer ta page. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux le souligner. Puis là, je trouvais ça vraiment drôle, cette idée-là de book. Puis là, je me suis mis à penser à éditeur. Puis dans notre liste, on avait un nom, c'est comme un merge de deux idées. On avait un nom qui était Monsieur Antoine, qui était comme un peu en hommage au monsieur qui a inventé l'impression, dont j'oublie le nom complet. Et cette idée-là d'éditeur-éditeur, c'est devenu comme Monsieur Ed, Monsieur Éditeur. Monsieur Éditeur. Mais, tu sais, puis pour moi, à cause de mon background en design puis en création de marque, je trouvais ça le fun d'avoir un genre de personnage. Notre logo, c'est un peu comme une signature, un peu comme une citation. Tu sais, comme, je voyais qu'il allait avoir des possibilités de jouer avec le personnage dans nos communications, de jouer avec des citations. Puis, d'ailleurs, ceux qui sont adeptes de lire les pages à l'extérieur de l'histoire, je ne sais pas si je devance la patente. Ben, vas-y, écoute, je peux, en fait, je vais te lancer la question, tout simplement. En fait, justement, dans cette idée de design-là, tu portes une attention vraiment particulière à plusieurs petits éléments dans tous tes albums. Et c'est ça qui en fait une œuvre hyper intéressante, c'est que ça se limite pas en fait qu'au texte puis à l'œuvre qui a été créée par les illustrateurs, mais même dans les pages de garde, les pages de copyright, il faut aller lire chacune de ces petites pages-là. Oui, attends 2 secondes, ton London Fog est là, Marianne. Pour ceux qui sont à la maison, on a une invitée qui s'en vient, qui va venir s'asseoir avec nous. Je vous la présenterai dans quelques instants. Donc, on parlait des copyrights. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça parce que, tu sais, tu places une page de copyright, hein? Fait que moi, j'ai voulu, en bon français, pimper ça. Fait que je me suis dit, hey, ça serait le fun de les adapter au contenu du livre ou de les faire dans le langage du livre. Donc, chacune de nos pages sont peut-être pas super claires qui fait quoi, mais tu sais, j'essaie vraiment d'aller dans la symbolique du travail puis de rendre ça plus fun. Puis on a aussi une petite... au début, c'était comme une anecdote de production de M. Ed, puis maintenant, c'est devenu comme une petite citation de M. Ed dans chaque livre, comme par exemple celui-ci, disons, là, ou la création parce que lui, je ne me rappelle plus. Mais mettons, dans celui-là qui parle des émotions, ben peut-être que la citation, c'est M. Ed n'a pas peur des araignées. Puis là, le pas est rayé parce qu'en réalité, M. Ed a peur des araignées. Fait qu'il y a des petites choses comme ça, des petits clins d'œil qui, je trouve, personnalise, amène un petit brin de folie que pour moi, c'est important aussi de considérer tous les petits aspects puis de
d'être ludique, là. Moi, j'aime ça déconner dans la vie. Fait que je veux que ça paraisse un peu dans... Ben, vous le voyez, bon, ceux qui sont avec nous ils ne le voient pas encore tout à fait très bien, mais vous le voyez à l'écran, là, la page de gauche, c'est en fait la station de Méchant Far West où on va décrire Valérie comme Val, poigne de fer. Donc, allez les lire, ça vaut vraiment la peine. Là. Oui, parce que je suis très perfectionniste et j'en laisse pas passer, là. Probablement... en tout cas, Catherine pourra en témoigner aussi, travailler avec moi. C'est comment ou Marianne aussi. Oui, non, pour moi, c'est toujours une surprise quand je reçois ma copie parce que d'habitude, je mets aussi ma petite citation, aussi, oui, du point de vue de l'artiste, mais même moi, étant dans la création, il y a quelque chose de nouveau, puis je lis de couverture à couverture. Bien, toujours pour rester en fait dans cette idée de design puis d'un aspect qui te démarque, et qui, moi, m'impressionne en fait beaucoup chez toi, c'est l'aspect typographie. Mm-hmm. Donc, il faut le dire, Valérie est celle qui signe en fait toute la typographie de presque tous tes albums publiés par Monsieur Ed. Oui, comme je disais tantôt, pour moi, la typo fait partie du visuel. Puis, j'ai besoin que ça soit organique. Je trouve que si elle est trop raide, si elle est faite à la machine, des fois, je trouve que ça brise le flow, le rythme, l'énergie qui se dégage de la page. Puis même si, comme dans Carmen et la Maison Sauvage ou dans Hero, on a fait des typos assez straight, et c'est quand même... ça m'arrive des fois de ne pas les faire à main levée, mais de tracer. Mais je trouve que les petites imperfections qui se retrouvent là font la différence. Oui. Puis, j'ai pensé l'arrêter de faire ça, mais tout le monde me dit non, c'est important, mais Méchant Far West, ça m'a pris quoi? 128 heures là, faire la typo, mais je m'habituais les autres. J'ai développé une technique, ça a été un peu plus vite, mais c'est quelques jours de travail. Je fais tout parce que je ne le fais pas à l'ordi, je le fais à la main, je le scanne, je l'arrange, je nettoie. Oui, parce qu'il y a des logiciels pour faire de la typographie, mais avec ta propre écriture. Mais même à ça, ce n'est pas le même résultat. Et c'est quelque chose que moi, je remarque parce que j'ai fait ma propre typo aussi, mais c'est pas la même chose. Ça ne remplit pas l'espace négatif de la même façon. Ça ne fait pas les mêmes formes. Et c'est quelque chose que moi, j'ai fait mon bac en design graphique, alors c'est quelque chose qui est super important pour moi aussi. Et s'il y a quelque chose qu'il faut le faire à la main, il n'y a pas façon de le remplacer avec une machine. Oui, parce que ça va faire des lignes droites. Des fois, tu as comme des petits... ta ligne est comme juste un petit peu... Ouais, ça ajoute une petite touche très personnelle. En fait. On sent, ceux qui ont la sensibilité, tu sens l'artiste derrière, ça vient de chercher. En tout cas, Ben, écoute, parlant d'artistes, tu reçois, juste pour avancer, en fait, tu reçois beaucoup de manuscrits, j'imagine. Au moment de retenir un texte, qu'est-ce qui t'habite? Comment tu fais pour choisir? Qu'est-ce qui te fait réagir, qui te donne envie de publier cet auteur-là, illustrateur-là en particulier? Les illustrateurs et illustratrices, c'est plus facile parce que c'est visuel. Ça va vraiment être comme « wow, j'ai un coup de cœur pour… » En fait, tous mes choix sont très intuitifs et très viscérales. Mais si je lis un texte puis je le vois dans ma tête, s'il me touche, par exemple, L'arbre, la lune et... non, parce qu'on a changé de titre. La pluie aux branches. Ce texte-là, quand je l'ai lu, j'ai pleuré. J'ai fait « OK, il faut que je le publie. » Si ça me fait rire ou si je vois un potentiel dedans parce que je suis comme « Ah ouais, ça pourrait vraiment être drôle. » Je le vois dans ma tête, je vois les bonhommes qui bougent. Là, je suis comme « On a quelque chose. » Puis c'est vraiment... on dit, on a une ligne éditoriale, on l'écrit là, parce que les gens, ils veulent savoir. C'est difficile à expliquer, mais je pense des petites maisons d'édition, c'est beaucoup l'éditeur, l'éditrice qui est derrière, qui est reflété dans les livres, dans le choix, là, de titre. Fait que c'est ça. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. C'est correct. Écoute, en fait... C'est en fait, on parle un petit peu de, quand tu parles des éditeurs plus petits, c'est habité en fait par une espèce
de forme de petit twist, la petite twist Monsieur M, quelque chose qui te démarque en fait des autres éditeurs, quelque chose qui est très organique chez toi. Oui, bien moi, j'ai de la misère à parler de ça ou à répondre ça, je n'ai pas le recul, mais ce que les autres me disent de ce qui se dégage de nos livres, c'est une liberté dans le choix de texte, dans la façon de faire. Puis aussi, tu sais, je pense qu'on en avait parlé de ça aussi. Quand je travaille un titre avec, mettons, Marianne, tu sais, pour moi, je veux que chaque page puisse être lue et comprise, même par les enfants qui ne savent pas lire. Fait que l'image prend énormément d'espace. Je veux aussi que chaque page soit belle, chaque page soit une œuvre. Je veux que tu fasses comme tu t'extasies ou en tout cas, tu as un certain plaisir. Qu'il n'y a pas une page qui c'est comme moyen. Tu sais. Fait que c'est peut-être ça là, tu sais, qui fait que ce que les gens ressentent, ce qui me retourne, parce que tu sais que. En fait, tu m'expliquais beaucoup que c'était très important pour toi de qu'on ne prenne pas les lecteurs pour plus bêtes qu'ils sont, en fait. Donc, on leur fait confiance. Oui, en leur capacité de recevoir des sujets difficiles ou de comprendre, de lire entre les lignes, parce que ça aussi, tu sais, je pense que je fais beaucoup de titres qui sont drôles, mais si tu vas chercher un autre niveau, il y a une symbolique. La crème glacée est un super bon exemple, effectivement, où est-ce que, tu sais, tu peux lire au premier niveau, faire ha ha ha, mais tu vas un petit peu plus profond. Tu sais, tu vas aller chercher quelque chose qui peut t'aider à interpréter le monde ou à te connaître toi. Puis, quand je perds le fil, c'est quoi tu viens de me dire? C'est correct. Reste avec moi. Là. On va Je te l'avais dit ce matin. Moi, je comme... Écoute, en fait, tu réponds un petit peu à tout ça. Tu sais. Ce que tu me disais dans nos échanges, c'est que tu sais, il y avait aussi un travail particulier que tu aimais faire avec les auteurs, les illustrateurs, de les amener à se pousser le plus possible, à dire, ben, écoute, si tu veux travailler une thématique rétro, ben, vas-y à fond, amène-la jusqu'au bout. Donc, il y avait vraiment cette idée-là d'aller chercher aussi le meilleur des auteurs, des illustrateurs. Puis je pense que éventuellement, dans quelques instants, on va parler avec Marianne, ça va ressortir aussi. Ouais. Donc, il y avait un peu de tout ça. C'est ça, je pense que c'est le feedback que j'ai des gens qui nous disent tu nous pousses vraiment plus loin, ça amène vraiment plus loin le concept. C'est bien rare, je reçois un texte puis il reste comme ça. Souvent, j'accepte le texte pour l'idée. Puis là, on va le retravailler, ça dépend. Marianne, on travaille plus visuellement, fait que souvent, ça change peut-être moins que quand je reçois juste un texte, parce que souvent, les auteurs ne vont pas nécessairement penser en images. Moi, j'ai cette faculté-là de penser en images et en texte en même temps, fait que je pense que je peux bien les guider. Fait que souvent, c'est ça, je vais vraiment les pousser. Puis, des fois, il y en a qui me disent, là, combien de mots, où est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Puis, je suis tout le temps comme, hey, mais tu n'as pas de limite, fais juste go for it. Vas-y, on y va à fond, on éclaircira après s'il faut. Moi, je trouve que dans la création, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas avoir d'objectif nécessairement, il faut juste ça sort. C'est ça. Donc, écoute, dans cette liberté-là, dans les premières années, ça a démarré quand même assez tranquillement. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, on a eu, M. Ed a publié un premier tome, en fait, parce qu'on remarque que par la suite, avec Méchant Far West, il y a quand même eu 2 autres tomes par la suite. Qui sont venus respectivement en 2018-2019. Mais après Méchant Far West, en fait, il y a eu 2 autres albums qui sont venus par Marianne. Donc, le premier qui a été écrit et illustré en 2016, qui s'intitule Racine, et Le Jardin invisible en 2017. Ensuite, en 2018, tu publiais Tout le monde à bord, qui, pour moi, en fait, c'est vraiment un album qui a donné le ton puis une lancée à M. Ed. Moi, j'étais en librairie à ce moment-là et je me souviens du moment où cet album-là est arrivé. C'est aussi le moment où tu as commencé à publier plus qu'un album là, par année puis à t'installer vraiment comme éditeur. Donc, comme je disais plus tôt aujourd'hui, ton catalogue compte quand même 23 titres. Puis,
Voilà, je vous présente en fait Marianne Ferrer, qui est une des fidèles collaboratrices de Valérie, une des premières courageuses qui a embarqué aussi dans l'aventure de Monsieur End. Écoute, Marianne, aujourd'hui, tu es illustratrice et autrice, somme toute assez reconnue, qui publie dans diverses maisons d'édition au Québec. Mais, et confirme-moi si j'ai raison, mais je pense que ta première publication, ta première œuvre, c'est avec M. Erd. Oui, absolument. Donc, c'est Racine. Hein? Oui, non, c'est Racine et juste comme... J'ai commencé ma carrière en tant qu'illustratrice, vraiment, c'est avec Monsieur Ed qui m'ont connue lors du vernissage du programme de design graphique. Je venais juste de terminer et j'avais juste mis mes illustrations du devant parce que c'est ça ce que je voulais faire dans ma vie. C'est ce que je voulais faire depuis que j'avais 12 ans et que ma mère avait fait le même programme. Alors, je savais que je voulais être illustratrice et que c'était une possibilité à faire ici au Québec de faire quelque chose de vraiment spécial et de vraiment créatif. Et à ce moment-là, j'avais la première version de Racine, qui était mon projet personnel. J'avais passé 4 mois à le préparer et c'est une histoire qui est vraiment l'histoire de ma famille, de l'héritage qu'on reçoit de nos mères et de nos grands-mères et de tout ça. Et à ce moment-là, Monsieur Ed commence et vient nous voir et il y avait une connexion où c'était comme, OK, on est des sœurs dans la créativité et on veut faire de quoi ensemble. D'ailleurs, ça a donné lieu, puis je t'invite en fait à peut-être ouvrir, parce qu'on n'a pas d'image d'intérieur pour ceux qui sont à la maison. Donc, non, c'est ça, parce que le projet était un Leporello vraiment en longueur. Ici, la version Monsieur Ed est de deux côtés, mais le format n'a pas changé. C'est quelque chose que vraiment Valérie, elle voyait la valeur qu'il y avait dans ce type d'histoire et qui, c'est pas quelque chose que d'autres maisons d'édition vont voir et comme, ah oui, on va le publier, c'est un produit qu'on peut vendre. Mais ça, c'était vraiment un projet qui a beaucoup de valeur sentimentale et de valeur humaine, en fin de compte. Et les projets que moi, que je voulais faire dans l'édition, justement, Le Jardin Invisible étant le premier que j'ai fait avec Monsieur Ed, c'était un projet que je veux le faire depuis longtemps, mais je ne sais pas comment le faire sortir. Et c'était inspiré, ce que tu avais fait à l'école un mouchoir là, dans le cours de Janice. C'est ça. Oui, avec Janice Nadeau, aussi une autre grande illustratrice, on avait fait un patron autobiographique. Alors moi, je l'avais mis sur un mouchoir parce que ma grand-mère est une femme très coquette. Elle avait toujours un mouchoir pour bien s'éponger le visage et comme pour me nettoyer le rouge à lèvres. Wow. Alors, juste ce mélange de mémoire et d'émotion avec une image, c'est quelque chose que je voulais refaire dans l'édition, malgré que ce soit un livre. C'est pas un mouchoir. C'est pas la même chose. Mais quand j'ai donné cette idée-là à Monsieur Ed, je savais que, ce qui est le plus important dans les mémoires, c'est ce qu'on ressent et les images. C'est comme, le jardin de ma grand-mère, je me souviens des fleurs, des plantes, de cette belle chaleur familiale. Oui, tout à fait. Et justement, Valérie avait mentionné que moi, je travaille surtout mon image en premier et ensuite, c'est le texte qui vient ensuite. Qui vient, ou s'il ne vient pas, c'est peut-être juste quelques petites phrases comme pour juste dire « Ah oui, voilà. » Mais d'ailleurs, dans Le Jardin Invisible, le texte est assez léger, est assez très, très délicat. L'image parle d'elle-même. Marianne a vraiment cette faculté de raconter. On ne serait pas obligé de mettre de texte dans ses livres. Mais on choisit quand même d'en mettre. Le prochain, je trouve qu'il y a vraiment un bon combo texte-image, puis ça va être un. On a une primaire ici. Non, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'inspiration, non seulement dans la littérature aussi, mais dans les films et dans l'animation. Alors, je trouve que c'est super important de travailler l'image comme étant son propre œuvre d'art qui peut dire quelque chose
comme si on est dans un musée ou à quelque part. On n'a pas besoin de lire la description pour sentir quelque chose. Et je veux transmettre cette expérience aussi dans les livres que je produis. Et Monsieur Ed, c'est vraiment la maison d'édition qui non seulement accepte ça, mais l'encourage. Ben, comme tu dis, on a une connexion, on parle le même langage émotif et artistique, fait que on a comme... Ouais, on travaille bien ensemble. Non, c'est ça. C'est ça. Non, depuis le début, et moi, je le dis vraiment à presque tous les moments, que Monsieur Ed, c'est chez moi aussi, comme maison d'édition. C'est comme, je sais que je peux toujours ouvrir mes ailes et prendre le vol créatif et juste me sentir vraiment aisée dans ce que je fais. D'ailleurs, vol créatif, il y a quand même, tu as quand même publié 2 autres albums, là, donc on a Racine, Le Jardin invisible, qui sont venus assez tôt. Mais il y a Toucania qui est vraiment où tu nous amènes dans une autre direction là, complètement. Le texte est quand même plus chargé, plus présent. Les images sont vraiment très, très riches. Il y a toute cette question de la transmission là, entre le grand-père, la jeune fille et tout ça. Donc, parle-nous-en un tout petit peu. Oui, non, c'est ça. Puis, avec Toucania aussi, c'est un projet que je tiens vraiment très près du cœur. Parce que mon grand-père est décédé quand ma mère, elle avait juste 7 ans, puis ça l'a beaucoup marqué et ça l'a marqué comment elle m'a élevée aussi, de vraiment vouloir nous passer ses leçons, ce que mon grand-père lui avait appris dans le peu de temps qu'ils ont eu ensemble. Et cette connexion familiale que même tant d'années d'après, on sent les personnes qui sont là, même si on ne les voit pas. Et Toucania, c'est vraiment l'histoire de cette jeune docteur biologue dans la biologie environnementale qui vraiment, elle prend le même chemin, mais elle voit les mêmes choses et des nouvelles choses. Elle apprend de ce que son grand-père a vu, mais aussi ce qu'elle voit elle-même. Et c'est ce que je voulais vraiment transmettre aussi, parce que l'illustration, c'est ma passion depuis longtemps, mais c'est la passion aussi de ma mère et de mes grands-parents. C'est une histoire de famille. Exactement. Donc, en fait, la famille, dans tes albums, est toujours assez importante. Là, puis, on le sent dans cette dernière image-là, par exemple, de Toucania, où on voit là, justement les initiales du grand-père et de la jeune fille et tout ça. Puis, au-delà, même plus loin que ça, quand tu vas avec Carmen, plus récemment, là, Carmen et la maison sauvage, où on sent vraiment que ton style a évolué et ton lien avec l'art, c'est là où je trouve que Monsieur M t'a vraiment porté plus loin, en fait, dans cet hommage à Gaudi, en fait. Oui, non, puis c'était une expérience qui était vraiment super hallucinante parce que comment faire hommage à Gaudi sans le copier? Oui. Parce que j'ai quand même ma propre voix artistique et si c'était pour reproduire ses œuvres, on aurait juste pris une photo. Ça n'aurait pas été un album illustré. Et j'ai vraiment beaucoup ressenti l'expérience de Carmen qui déménage vraiment d'un monde à un autre. C'est comme le voyage que j'ai fait du Venezuela au Canada. Et je comprends parfaitement c'est quoi cette peur qu'il y a dans les nouveaux environnements, mais aussi la beauté qu'on peut retrouver dans des nouveaux espaces et comment l'art et le chez-soi sont des outils qu'on peut créer par soi-même pour se sentir bien à l'aise. Une petite larme à l'œil, hein, c'est ça. Ouais, écoutez, effectivement, quand même dans ce dernier album-là de Carmen et la maison, on est dans une histoire de déménagement, de peur. Et en fait, elle va construire cette maison-là avec l'artiste Gaudi.
Et donc, cette image-là qu'on a présentement là, à l'écran avec le lézard qui s'enroule, ce lézard-là existe vraiment. Oui. Cette maison-là existe vraiment. On l'a sur la prochaine diapo, en fait. Et c'est un des rares albums où Monsieur Ed a ajouté une petite notice biographique, là, justement, pour nous donner un petit peu plus ce lien-là avec l'art. Ben, ça, c'est un achat de droit, par exemple, mais c'est pas grave. Ça fait partie les achats de droits font aussi partie de qui tu es. Hein. Ben, c'est ça, c'était beaucoup parce que c'était Marianne, puis moi, je suis très fan de Gardy, puis j'ai visité là, la maison de Batelot. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai visité et c'est ça, c'est quand on est dans un endroit physique où on est en contact avec l'histoire, on le ressent. Et c'est quelque chose d'un peu intangible, mais on sent les centaines de milliers de personnes qui ont passé à travers, les personnes qui l'ont habité. Et même j'étais encore dans le travail de l'illustration avec la maison d'édition qui l'a publié originalement. Et je savais que, oh non, je pense que ça va vraiment intéresser Monsieur C'est Marianne qui m'en a parlé. Et je lui ai montré les images que j'avais, un peu une partie du texte aussi, parce que je pense que Monsieur Ed, il y a une place chez Monsieur Ed pour ce type d'histoire. Tout à fait. Oui, puis pour moi, c'était vraiment important de pouvoir faire une petite introduction aux jeunes lecteurs de cet artiste-là qui s'inspire beaucoup de la nature. Je trouvais que, tu ne comprends pas tout son œuvre, mais c'est vraiment comme ça peut développer un petit germe, j'ai juste l'expression en anglais, mais d'intérêt pour l'artiste, puis je trouvais ça beau, là, je trouvais que c'était important. Mais d'ailleurs, en fait, justement, les albums de Marianne se passent tous en nature, et je te dirais que la grande majorité de tes albums, c'est vraiment après coup, quand je les ai tous lus, j'ai fait, il y en a vraiment beaucoup qui se passent en nature. C'est vrai, hein? La nature est vraiment un aspect qui semble très important pour toi. Et je pense entre autres à la dernière publication là, de décembre, La plus haute branche, puis Félix en 2 temps aussi, où ça se passe en nature, mais ce n'est pas une histoire de nature, la nature. Est-ce que tu as envie un peu de nous parler de ces 2 albums-là, Félix et La plus haute branche? En commençant par La plus haute branche pour suivre la diapo. Ah, d'accord. Merci pour le... Oui. C'est ça, La plus haute branche. Comme je disais, quand j'ai reçu le texte d'Hélène de Blois, j'ai vraiment eu une grosse émotion en lisant le texte parce que c'est une histoire vraiment d'amitié entre une jeune fille et un arbre. Moi, je suis une personne hypersensible, je suis un enfant unique, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature quand j'étais jeune à regarder les arbres, à les toucher, à les explorer, tout ça, et ça me rejoignait énormément. Puis de s'imaginer l'arbre dans ce texte-là c'est le personnage central, même si c'est surtout la petite fille qu'on voit parce que c'est son histoire à lui qu'on imagine avec la petite fille, comment il peut être réconfortant et bon, tout ça. Puis, est-ce que tu veux que je parle plus de l'histoire ou de comment on l'a créé et tout? Tu peux nous parler de l'histoire. Moi, je peux parler. On peut y aller. Pour cette fois-ci, on va y aller avec l'histoire. Parce que c'est quand même assez chargé comme histoire. Ouais. Je pense que c'est... C'est ça. Donc, c'est une petite fille qui aime beaucoup un vieil arbre tout croche, monstrueux, qui est dans sa cour, que tout le monde haït parce qu'il fait de l'ombre, il y a des bébites, il est laid. Mais pour elle, c'est son refuge. C'est là qu'elle va cacher ses petits secrets. Elle grimpe dans l'arbre, elle peut espionner le voisinage. Elle s'imagine, il est tellement gros et fort, elle s'imagine qu'il a toujours existé, qu'il était là dans le temps des dinosaures, des gros dents de sabre. Et visuellement, dans le livre, il a été illustré par Émilie Leduc qui a fait une super belle job. Là, c'est très sensible et tout. Émilie m'a proposé vraiment un style différent pour les moments où la petite fille imagine le passé de cet arbre.
Donc, on est dans une espèce d'effet kaléidoscope, plus dans les tons bleus. Puis, ça, bon. Puis comme on voit à l'écran. Et, tu sais, il y a un passage aussi qu'on appelait en travaillant le mythe de création, où est-ce qu'au fond, on parle qu'au début, la Lune était seule, la Terre, il ne se passait rien sur Terre, c'était triste, la Lune était dans le ciel, elle a versé une larme, cette larme a donné naissance à une petite brindille qu'elle a regardée du haut du ciel, elle l'a couvée, elle a regardé pousser. Donc, il y a un lien entre la petite fille et la Lune aussi, parce que tous les deux couvent et aiment cet arbre, et je ne veux pas vraiment en parler plus. Non, on va garder la fin. On va vous laisser le plaisir, en fait, de découvrir cette fin-là. Il y a quelque chose de profondément touchant. Oui. Je veux pas trop aller trop loin, mais tu sais, c'est ça. C'est porteur, je pense que c'est une histoire très douce et porteur d'espoir, de renaissance, dans les histoires porteuses, je vais t'amener ailleurs, justement. Je vais t'amener vers Félix. Oui, Félix. Parle-moi de Félix. Félix en 2 temps. Je l'aime tant, ce livre-là. Je vais vous le montrer comme ça parce que je l'aime beaucoup. Le format, il est magnifique. Et je suis tombée en amour avec ce livre-là. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il est sorti tout de suite après que les librairies ont réouvert le temps, la première vague de pandémie. Donc, il a un peu tombé, il a été un peu oublié. Mais c'est un livre là, qui, pour moi, aussi est important parce que le message. Oui, c'est ça. Tu sais, on a fait exprès, là, si vous remarquez les personnages, c'est Félix et Élie. Puis Élie est contenu dans le mot Félix. Puis pour moi, c'est vraiment, pour certaines personnes, ça va être un petit gars qui a un ami imaginaire. Pour moi, c'est vraiment la dualité qui nous habite. Puis le texte est super simple et rythmé. Puis c'est toujours, je vais juste prendre un exemple. Là, mettons, Félix est toujours indécis, Élie n'a peur de rien. Félix aime les histoires d'aventure. Élie vit les histoires que lui raconte Félix. Fait que, tu sais, c'est... Bon, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais Félix manque de confiance en lui. Élie plonge sans hésiter. Pour moi, ça démontre qu'on n'est pas toujours la même chose. Tu sais, il y a des journées, moi, où je n'ai pas confiance en moi, puis d'autres journées où est-ce que je suis très, très fonceuse. Puis on a le droit d'osciller entre ces deux extrêmes ou ces deux... On est tout ça à la fois, en fait. Ça. On n'est pas qu'une seule et même personne. Exact. On a cet univers-là qui nous habite. C'est ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment un beau message de s'accepter, tu sais, tout est en mouvement, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de rigide. Puis, en plus, les illustrations sont magnifiques. Le livre est doux, le format, c'est beau, c'est super. Quand on parlait en fait de ton catalogue, tu me disais que tu voyais en fait un peu deux grandes tendances. Donc, les albums peut-être un peu plus doux, avec des thématiques un petit peu plus travaillées, plus personnelles. Les albums de Marianne se retrouvent là, beaucoup dans cette veine-là. Et il y a un autre côté un petit peu plus déjanté et c'est un petit peu plus rigolo dans l'humour, dans la folie. Et pour venir, en fait, nous parler de ce petit côté-là de M. End, je vais inviter, en fait, Catherine Chiasson, qui est avec nous depuis le début, mais qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui sur place, mais elle est là, elle est avec nous. Moi, je la regarde dans l'écran. Catherine. Bonjour à vous tous, j'aurais tellement préféré être avec vous aujourd'hui, donc c'est avec ma voix nasillarde que je vous rencontre. En même temps, j'ai plein de couleurs parce que la rougeur de la COVID me donne du teint, fait que c'est parfait. Mais bon, écoute, Catherine, cette histoire-là avec Monsieur Erd et Valérie, plus qu'autre chose, est une grande histoire d'amour. Pour parler un petit peu de toi d'abord, vous êtes toutes les deux des touche-à-tout. Donc, on a listé tout à l'heure les multiples talents de Valérie. Tu en as de nombreux aussi. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Catherine Chiasson est quand même libraire jeunesse, propriétaire de la librairie Le Renard Perché. Elle est traductrice, elle est autrice,
Elle est directrice littéraire de Monsieur Ed et par-dessus tout, c'est une amoureuse inconditionnelle des livres pour enfants. Et avec le temps, il y a vraiment une belle amitié profonde qui s'est développée entre Valérie et Catherine. Et vous travaillez quand même régulièrement ensemble. C'est comme beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, Catherine, En fait, je pense que notre plus grande qualité à Valérie et à moi, c'est l'absence de besoin de sommeil. C'est quelque chose qui fait en sorte que ça fonctionne superbement bien parce que travailler des fois à 3 heures du matin, c'est ce qui nous... ouais. Mais je dois avouer, par exemple, Marlène, je dois avouer que mon histoire d'amour avec M. Ed n'a pas commencé avec Valérie. Oh! Ben, je te laisse nous replacer dans l'histoire. En fait, elle a commencé avec Marcel. Donc, si on peut voir, c'est Marcel plus Catou. Donc, Marcel, c'est un des personnages centraux de La crème glacée font plus vite en enfer. Donc, pour moi, le coup de foudre a commencé à ce moment-là quand Valérie a présenté ce titre-là en présentation de rentrée littéraire. Et j'ai vraiment compris que Monsieur Ed était une maison d'édition qui allait aller ailleurs, qui allait offrir autre chose. Marianne, je pense que parallèlement à La crème glacée font plus vite en enfer, il y avait la présentation de Racine. Et quand on voyait les deux côte à côte, on a fait comme, je parle de moi et des autres libraires qui ont assisté à cette rencontre-là, on a fait, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer en édition québécoise. Il y a une maison d'édition qui va nous apporter une audace qu'on n'avait pas connue, un renouvellement de la définition de la littérature jeunesse. Puis moi, j'ai envie d'embarquer dans cette aventure-là. Je ne savais pas comment au départ. Puis plus je voyais les titres que présentait Valérie, plus on devenait amis, plus on se parlait. Bien, plus j'avais envie de présenter un projet que j'avais depuis longtemps en tête, qui était Poirc, qui est encore Poirc d'ailleurs, qui est comme une folle aventure. Ouais. Donc, qui est une folle aventure qui a commencé par un abécédaire qui est en train de devenir complètement autre chose. Ça fait, en fait, je pense, 5 ans que ce projet-là est là, qui existe, mais... Combien de pages qu'il y a? C'est comme une brique de même, là, c'est vraiment compliqué. Là, mais... Tu sais, tantôt, quand on parlait Valérie Bras de fer, ben, c'est un peu ça. On est parti, c'est ça, d'un abécédaire de genre 26 pages et on est rendu vraiment à quelque chose d'à peu près, je ne sais plus combien de pages. Fait que c'est vraiment un monument qui m'a permis, entre-temps, de proposer à Valérie Tête de Tétard. On s'est dit, hey, prenons quelque chose de le fun, quelque chose de doux, quelque chose d'assez simple et rapide. Donc, parlons de quelque chose qui existe et qui est paru vraiment tout récemment. Exact. Donc, en attendant Poirc, j'ai proposé Tête de Tétard et c'est là que l'aventure a réellement commencé parce qu'on s'est mis à travailler ensemble et à réaliser qu'on avait un cerveau extrêmement similaire. On a en fait, comment qu'on appelle ça, Val? Complémentaire? Oui, on dit des fois qu'on avait le même cerveau. Oui, bien, c'est comme la moitié. Je n'emploierai pas les termes qu'on se dit entre nous parce que c'est un peu vulgaire, mais nos cerveaux, ils se connectent dans le cosmos. Et moi, puis Kat, des fois, on dit la même affaire en même temps. Mais travailler ensemble, c'est vraiment comme fluide. Là. C'est comme, je sais pas, on complète. On a des cerveaux complémentaires, similaires, complémentaires. Oui, on est vraiment, c'est comme une symbiose d'imaginaire qui est vraiment chouette. Puis mais en fait, en travaillant Tête de Tétard, la pandémie est arrivée. Pendant que ce texte-là était là, pendant que je suis en train de faire, mettons, les 5 directions littéraires que Val allait me faire. Puis là, à un moment donné, Val a acheté les droits de Fouillamini, qui est aussi un superbe album qui est paru aussi un peu pendant la pandémie. Puis Val, il y avait une phrase sur laquelle elle hésitait. Elle était comme, j'arrive pas à travailler cette phrase-là avec Fouillamini. Fait que... on s'est parlé, j'ai encore une fois à 3 heures du matin, elle m'envoie un courriel, puis là, je fais, écoute, on travaille sur cette phrase-là et on réalise que ça fonctionne. On a travaillé un peu, tu sais, comme un peu le texte ensemble. J'ai travaillé sur le travail de traduction de Valérie. Puis de fil en aiguille, on s'est mis à travailler le texte comme ça ensemble.
Ouais, c'est ça. Et- Catherine est bien bonne pour, mettons, je bug sur de quoi, là, je dis Cat, ça, puis elle est comme, blablabla, puis là, je suis comme, ah ben ouais. Ah ben, mais bon, Catherine, j'aimerais quand même qu'on revienne sur Tête de tétard, Oui. dont nous, on voit on commence à voir les images à l'écran. C'est quand même un superbe album, très, très drôle. Tu nous en parles un petit peu? Absolument. Mais oui, donc Tête de tétard, ce sont ces deux personnages-là. L'idée est partie de mon petit bonhomme Henri qui se mettait toujours tout sur la tête et qui devenait des chapeaux. Donc, j'avais cette idée-là de faire hey, tu sais, ça va être un chapeau. Mais non, c'est. Puis je voulais. Tu sais, au début, c'était vraiment juste l'histoire du chapeau puis que ce soit rigolo. Puis finalement, avec Valérie, en parlant, on a voulu amener ça ailleurs, de faire comme mais non, tu sais, c'est encore autre chose. On joue avec l'objet, on joue avec l'imaginaire. Donc, c'est vraiment ce que je voulais présenter aux enfants, c'est que dans le fond, on est capable de tout transformer en folie. Puis que cet imaginaire-là, ben, c'est ce qui nous tient en vie. C'est ce qui nous fait rire, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait évoluer aussi. Fait que, dans le fond, c'est ça. Tous les objets qui vont être présentés par Fernand, donc dans son sac d'objets spectaculaires, ne seront pas des chapeaux, ne seront pas une simple serviette, mais vont devenir quelque chose de complètement fou. On s'est vraiment beaucoup amusé. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusée à faire cet album-là avec Valérie. J'ai adoré aussi le faire avec, quand on parlait des illustrations au début, on cherchait une illustratrice, puis quand Valérie a proposé Audrey, je fais, ben oui, c'était l'adéquation parfaite pour plonger dans mon univers de Tête de tétard. C'est comme si, en fait, ce projet-là, je l'appelle jamais, c'est pas mon album, c'est pas l'album de Catherine Chasson et Audrey Marleau. Je trouve que c'est vraiment l'album de Catherine, Audrey et Valérie. On a vraiment mis les trois la main à la pâte pour faire quelque chose de vraiment chouette. Merci, Catherine. Écoute, je vais faire une petite entourloupe, en fait, à Valérie ici. Donc, elle nous l'a dit, elle n'est pas seulement une éditrice, n'est pas seulement une typographe, c'est aussi une autrice et une illustratrice qui est quand même assez remarquable, je dois dire. Puis elle a, entre autres, écrit Tristan ou l'ennui avec les pissenlits et Boum Bidoum, qui est paru quand même tout récemment. Et un titre, en fait, tu nous en as déjà parlé, ta première histoire d'amour avec Marcel, donc La crème glacée fond plus vite en enfer. C'est un titre que je pense qu'il est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui nous le présente et qui de mieux que toi pour faire ça. Absolument. Mais La crème glacée fond plus vite en enfer, c'est vraiment, c'est mon coup de cœur de littérature jeunesse. Je trouve que c'est l'album qui donne un peu, qui ouvre la porte à un esthétique différent pour les enfants. Je trouve que justement, quand Valérie parlait tantôt de ne pas prendre les enfants pour des individus qui n'ont pas nécessairement de réflexion ou d'opinion, mais je pense que La crème glacée répond exactement à ça en disant « Hey, tu sais, c'est possible de leur offrir quelque chose de déjanté, de complètement éclaté et de complètement différent, parce que je ne pense pas que ce soit un esthétisme qu'on a vu fréquemment en littérature jeunesse. » Donc, je trouvais que c'était une excellente porte d'entrée pour leur offrir quelque chose. En fait, je l'appelle une différente forme de beau. Ça veut dire que le beau n'est pas nécessairement traditionnel et classique. Le beau peut être éclaté, déjanté et à l'image de la crème glacée. Ce qui m'a frappée aussi avec la crème glacée, en étant une personne qui côtoie beaucoup d'êtres humains avec de l'anxiété, je pense que c'est quelque chose aussi, c'est un peu la maladie du cycle, puis c'est quelque chose qui va aller aussi en grandissant dans notre société moderne. Mais je pense que la crème glacée vient un peu comme je veux dire catalyseur, est-ce que c'est le mot? C'est un bon mot. Je suis assez d'accord avec ce mot-là. En fait, on vient vraiment parler de la peur, de l'anxiété. Tout à fait, mais en grossissant tellement, en rendant ça tellement improbable et impossible que dans le fond, l'enfant fait « ben voyons donc, ça se peut pas ». Fait que quand on vient à nos peurs peut-être plus rationnelles, ben on peut faire référence à Sam en disant comme « Hey, tu sais, pense-y, Sam est mort de quoi? » Puis, mais là, je ne veux pas vous divulgacher la fin, donc je ne le dirai pas. Mais Sam est mort de quelque... Oui, exactement, mais Sam est quand même mort de quelque chose, puis nous, on l'a beaucoup utilisé. J'ai un petit enfant anxieux à la maison, mon petit Léo, puis Sam a souvent été hey,
tu te souviens de quoi sa mémoire? Puis il est comme, oui, maman. Puis on le laissait quand même. Donc, c'est comme devenu un personnage fort dans notre famille aussi. Puis, ben c'est ça. T'sais, grâce aux illustrations de Daniel Williams, ben ça rend la chose encore plus... c'est improbable, c'est encore plus ludique, ces peurs-là. On l'a fait, on a rendu compte, d'ailleurs, Valérie était là, puis on a fait référence un peu à la patate à vélo parce que ça se pouvait pas, puis les enfants, ils étaient crampés, tu sais. On pensait au début qu'ils allaient avoir peur, mais c'est le contraire qui s'est passé, fait qu'on a vraiment trouvé ça le fun de voir ça. Les parents ont fait de ce livre-là, mais les enfants trippent dessus. Ouais. Puis c'est là où, justement, il faut leur faire confiance d'être capable. Moi, je me souviens d'avoir lu cet album-là. J'étais en librairie. Puis comme je comptais à Catherine hier, la fin, on ne vous en parle pas, mais la dernière page, j'ai fait comme, ben voyons donc. Puis je suis restée vraiment assez émue et assez ébranlée par cette fin-là, puis par tout ce que ça venait évoquer, tout ce que ça venait chercher chez moi, toute la réflexion que ça m'a amenée. Je pense, moi aussi, que c'est quand même un album qui est assez essentiel dans l'univers de la littérature jeunesse. Dans l'univers de, tu sais, je pense, tu sais, moi, je viens du milieu de l'enseignement, puis je le propose beaucoup aux enseignants, aux enseignantes, puis c'est un album qui fonctionne excessivement bien. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, puis je pense que c'est l'album qui dit comme, hey, faites confiance à vos enfants, faites confiance aux jeunes, puis faites confiance aux grands aussi, là, mais tu sais, oui, il y a mais Marcel, regardez comme il est magnifique, tu sais. Il y a tellement de personnages, puis il y a tellement de petits détails à aller voir. Ouais. Il y a le jeu d'échecs avec la méduse. Il y a, à un moment donné, le concert, moi je l'appelle le concert rock avec les personnages, des créatures mythologiques. Fait qu'il y a tellement de choses à voir dans cet album-là. Puis, sincèrement, ça donne à voir aussi tout l'imaginaire de Valérie que moi, je connais, que j'ai la chance de voir aussi, puisque c'est mon amie. Ben, je peux voir l'envers de Valérie. Tu sais, je me suis installée ici pas pour... Catherine, justement, on doit quand même continuer. Je sais que tu pourrais parler de cet album-là encore très longtemps, mais justement, dans l'univers de Valérie, il y a quand même aussi des choses joyeuses comme Boom Bidoum. Oui! Boom Bidoum, c'est vraiment c'est un beau cadeau que Valérie m'a fait. En fait, moi, j'ai pas travaillé en édition. J'adore la littérature jeunesse, comme tu l'as dit. J'en ai lu, j'en ai mangé, j'en mange encore. C'est vraiment ma nourriture essentielle. Donc, Valérie me fasse confiance à prendre les rênes de la direction littéraire de Boom Bidoum. Je pense que c'est la plus belle chose. En fait, il y avait aussi la traduction de Carmen et la Maison sauvage, qui était un des plus beaux cadeaux aussi qui m'a été fait. Mais avec Boom Bidoum, c'est le fun de faire cet album interactif-là, de voir Valérie aussi prendre le lead des illustrations. Moi, je pense que c'est... j'ai hâte de voir d'autres albums. J'arrête pas de lui dire, je veux voir d'autres Valérie Picard parce qu'elle a un imaginaire foisonnant, un talent incroyable. Justement, là, je parlais tantôt, mais tu sais, non, mais Val, c'est vrai, dans ma maison, j'ai des petites bébites que Valérie a faites. J'ai la petite toile derrière moi qui est aussi un Valérie. Parle-nous un petit peu de l'histoire de Boom Bidoum, là. Oui, donc Boom Bidoum, c'est un petit personnage qui vient de la planète Badabang, donc c'est un Dingplouf. Et sur cette planète-là, ce qu'il y a en particulier, c'est que lorsqu'on rit, bien, on se multiplie à l'infini. Et un jour, il va y avoir une épidémie de fou rire. Boom Bidoum va se faire marcher sur les pieds, donc il va y avoir trop de monde. Et là, ben, il va décider de venir sur Terre. Mais sur Terre, il va s'ennuyer, va avoir besoin d'un ami et va nous trouver. Donc, on va accepter de jouer avec lui. On va le transformer. Ensuite de ça, ben, il va bouger à travers le livre. Il va falloir faire différentes actions. Et à la fin, je divulgacherai, mais il va se faire chatouiller et se multiplier à l'infini. Donc, c'est vraiment un super bon album à mettre entre les mains des plus petits, mais même aussi des plus grands. Moi, j'ai des 5-6 ans qui ont autant aimé faire cet album-là que les 3 ans. Donc, c'est vraiment très, très chouette, très, 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 très mignon. C'est simplement illustré, mais encore une fois, on voit tous les petits personnages, on voit tous les détails de Valérie. Donc, c'est vraiment un bel album à mettre en toutes les mains. Puis
l'autre album de Valérie à mettre entre toutes Entre les... tes mains, c'est Tristan, l'ennui avec les pissenlits qui a été illustré par Audrey Manlot. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce désir-là de M. Ed de ne pas nécessairement faire un album sur les émotions tout simplement, mais c'est de faire un album sur toutes les émotions possibles à travers une même émotion. Donc, il n'y a pas juste dans la vie la peur, la tristesse, la joie, la colère, mais toutes ces émotions-là en cachent d'autres. Et comme Valérie l'a dit tantôt, c'est une hypersensible, donc c'est quelqu'un qui reçoit aussi beaucoup les émotions. Même chose pour moi. Donc, avec le petit Tristan, donc qui s'ennuie, donc qui va kicker un pissenlit parce que, ben voilà, il se promène puis il n'y a rien d'autre à faire. Quoi? Je sais pas, il s'ennuie, fait qu'il va kicker un pissenlit. Hey, non, mais quand on s'ennuie, on kick des pissenlits. Hein? Mieux faire des pissenlits dans la vie que faire autre chose. Et là, il va se faire aspirer par, on dirait, une espèce de serpent des émotions. Et à travers ce serpent-là, ben, il va plonger. Bon, au premier, on va voir ici un peu la tristesse, mais tu sais, la tristesse, l'ennui. Et là, tout au long de l'album, ben, on va vivre différentes émotions. Donc, à chaque fois qu'on va résoudre une émotion, si on veut, ben, on va passer à l'émotion suivante. Donc, on résout une émotion par une autre émotion qui nous amène dans un autre monde. Chaque monde va être associé à une couleur, va être associé à différents personnages. Donc, c'est hyper brillant comme album. Ça suscite la réflexion, ça suscite la discussion aussi. Donc, le faire en classe, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment... Toute cette question-là à la fin de cette respiration-là, de ce moment d'arrêt. Absolument. C'est important de prendre pour identifier ce qui est en train de se passer et peut-être justement ne pas se laisser submerger par tout ce qu'il y a autour. Bien, tout à fait, c'est un peu ce tourbillon des émotions-là. Tu sais, on est toujours pris dans ce tourbillon-là, puis chaque émotion amène toujours à une autre émotion qui amène à une autre émotion, puis on dirait que on oublie de respirer, puis ça coince. Tristan me fait comme, hey, OK, s'il y avait une autre solution dans la vie, tu sais, c'est respire, prends 3 secondes, puis calme-toi. Je pense que c'est quelque chose, encore une fois, tu sais, un peu comme la crème glacée, ben, c'est quelque chose aussi qui doit être fait de plus en plus maintenant. Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment des belles explications sur les albums de Monsieur Ed. On va, malheureusement, écoutez, on aimerait ça continuer de discuter encore longtemps et longtemps. Je pense qu'on va vous inviter à aller en librairie, à regarder ça en bibliothèque, à vraiment aller feuilleter le catalogue de Monsieur Ed. J'aimerais en fait, et je vais donner un défi aux 3 filles qui sont avec moi en ce moment, que vous nommiez en fait pour terminer juste un titre. C'est pas vrai, hein? Un titre qui, pour vous, représente Monsieur Ed. Je commence pas. Marianne. C'est vraiment dur parce que chaque expérience est tellement différente. Et juste personnellement, ayant déjà 4 histoires chez Monsieur Ed, à chaque fois, c'est complètement différent, mais j'ai encore ce petit biais vers le jardin invisible parce que, comme Valérie le disait tantôt, l'histoire peut être lue de plusieurs façons. Et pour moi, je le voyais vraiment comme la perspective qu'on a sur le monde, juste à l'échelle qu'on prend dans l'univers. Et juste de donner des histoires aux enfants qui sont juste des personnes qui ont la même profondeur d'esprit, la même profondeur émotive, les mêmes choses que n'importe quel adulte et qui voient la valeur qu'il y a dans ça. Et c'est des histoires qu'ils vont porter dans leur cœur pendant toute leur vie. Et pour moi, Le Jardin invisible, c'est une histoire qui raconte cette histoire-là de cette profondeur et de cette maturité chez les enfants et que vraiment, Monsieur Ed... Puis il y a une certaine universalité aussi. C'est un livre qui fonctionne très bien un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, tout le monde peut relate. Désolée, je trouve. Oui, merci. Est-ce que, Catherine? Oui, ben moi, j'ai envie... Moi, je vais tricher, Marlène, parce que j'avais envie de présenter un autre titre. Finalement, je vais présenter Éléonore
Et la raison pour laquelle je présente Je suis Elénore, assez d'accord. ben, en fait, c'est que Elénore, c'est une histoire magnifique, mais c'est aussi une histoire qui rassemble les trois penchants de Monsieur Ed. Donc, on va y retrouver de la magie, on va retrouver du doux, on va retrouver le jardin invisible, on va retrouver la crème glacée. Donc, je trouve que Elénore, c'est vraiment ce qui représente et qui fait un tout dans la maison d'édition. Donc, c'est coup de cœur de la maison, Elénore. Et Valérie, tu as le droit de me dire que tu ne veux pas répondre, hein? Moi, c'est pas juste. Je vais en dire 3. OK? OK. Ben, je vais dire, j'ai l'incroyable histoire du chiffre 3. J'ai eu énormément de plaisir à travailler là-dessus, à travailler sur le texte avec Daniel. Quand elle m'a présenté son texte, c'était pas exactement ça. Puis là, j'ai dit, gars, je te propose de quoi on va, là. Comment les gens embarquent, tu sais? Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, je pense qu'il y a peut-être à part Tête de Tétard, là, mais je pense que c'est un des premiers titres, c'est que j'ai vraiment pris sous mon aile tout seul. J'ai tout fait parce qu'avant, on partageait le travail, tu sais. Fait, mais je trouve qu'il représente bien la folie. Agathe Ribouret a fait un travail phénoménal en illustration aussi qui vient compléter. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est dans mon type d'humour. Puis ça amène un nouveau type de livre chez Monsieur Ed, qui est un peu ce que j'appelle de la BD ou un hybride BD-album que je trouve vraiment intéressant aussi. Il va en avoir d'autres qui s'en viennent, by the way. Je dirais aussi l'autre, vite. Vas-y. Tête de Tétard, évidemment, parce que c'est aussi un des premiers livres que j'ai fait seul, puis que, tu sais. Que tu sais, vous le lirez, c'est. Je vous l'ai lu! Oh, minou! Bon, je vais laisser Valérie se remettre de ses émotions. Moi, je vais y aller avec mon petit coup de cœur, un titre dont on n'a pas du tout parlé, qui est un auteur qui a quand même publié 2 fois. Qui a publié 2 fois, donc Tal Lévy. Moi, j'y vais avec petit courage. On a vu quelques illustrations là, précédemment, donc on se retrouve avec un tout petit personnage qui affronte tout simplement les défis de la vie quotidienne, qui va se lier d'amitié, en fait, et cette image-là me fait complètement craquer, qui va se lier d'amitié avec un gros chat, et ils vont vivre des aventures ensemble. C'est simple, c'est beau, c'est superbement bien illustré. C'est peut-être pas celui qui représente le plus le catalogue de Monsieur Ed dans tout ce qu'on a dit, mais c'en est un qui vaut vraiment le détour. Mais tu sais, encore là, tu sais, je remarque, là, on en parle, tu sais, il y a beaucoup d'albums qui parlent des émotions, mais tu sais, ma vie, c'est ça, là, comme c'est faire des expériences d'émotions. Tu sais, c'est ça. Si vous connaissez, c'est quoi hypersensible, hein? Mais il en parle, tu sais, c'est justement d'affronter, de prendre plaisir à découvrir, à changer ton quotidien aussi. Fait que oui. L'autre titre que je suis capable de dire, c'est la plus haute branche parce qu'il représente, tu sais, je trouve que ces 3 titres-là que j'ai nommés, là, je me suis remis mes émotions, représentent les 2 extrêmes, les 2 côtés de Monsieur Ed très bien, la douceur, puis le ludique, absurde, niaiseux, puis le. Ouais. Merci les filles. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête. On a fait ça sur l'heure du dîner. Je pense qu'il y a des gens qui doivent retourner travailler. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, à vous à la maison, au bureau, en salle de classe aussi. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je n'ai pas le choix, il faut que je remercie mon super technicien, collègue, binôme Jean-Baptiste qui s'occupe des présentations de la technique. Puis, comme je pense qu'il l'a écrit dans le chat, simplement vous dire que vous allez recevoir une bibliographie et l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire circuler sur vos réseaux. Vous pouvez nous réécrire si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et je vous rappelle en fait qu'on se retrouve pour une 2e présentation le 15 mars
en présentiel, en virtuel, vous allez recevoir toute l'information. Valérie sera là pour nous présenter ces 3 prochaines nouveautés. Et je vous donne une toute petite primeur. Nous allons recevoir, dans le cadre du Salon international du livre de Québec, Olivier Talek, qui viendra à Montréal et à Québec. Donc, restez à l'affût de nos publications, de nos infolettres. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Passez une belle journée. Ouais. Et à la prochaine.